Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour ce troisième rendez-vous de décryptage. Je t'ai dit pendant les vacances, bon, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, De Wever nous a donné la solution. Il a fait une espèce de grande interview de ses 100 premiers jours avec tous les médias belges. Et donc, en fait, c'est super parce qu'il a fait un grand déroulé de la politique de la droite d'aujourd'hui. C'est quoi la droite? Qu'est-ce que veut la droite en Belgique et en Europe? Il suffit d'écouter Bart De Wever et vous aurez la réponse. Du coup, ça me paraissait super utile de faire le décryptage de ça. On va parler du coup salaire, on va parler chômage, on va parler aussi droit international, on va parler des enseignants aussi indirectement et on va parler aussi un peu de transition climatique parce qu'en fait, au milieu de tout ça, on n'en parle plus, mais le climat reste un énorme enjeu. Et en fait, ici, l'air de rien, l'Arizona a décidé d'abord d'avoir quasiment aucune ambition au climat, mais en plus des ambitions qu'on avait dans le gouvernement précédent, de décider de les raboter. On voit tout ça ensemble. Revenons sur la réforme des pensions. Beaucoup de citoyens s'inquiètent, se demandent, se posent des questions sur quand est-ce qu'elle va rentrer en action. Il y a des gens qui sont proches de la pension. Le système de malus qui pourrait rentrer en vigueur pose des questions. Comment vous les rassurez ? On a prévu des périodes de transition, hein. Donc la dernière mesure qui va pleinement être mise en œuvre dans les réformes de pension, c'est dans l'année 62, je pense. Donc on ne peut pas dire qu'on a immédiatement coupé dans les droits des gens. On a prévu des périodes de transition. Il y aura encore des négociations. Mais donc c'est pas tout à fait vrai ça, parce que quand on regarde par exemple une situation très simple, c'est la question de la fin de carrière des enseignants. Les enseignants, ils ont droit en fin de carrière à un allègement du temps de travail qui est prévu dans leur statut, et c'est parce que tout simplement, effectivement, être enseignant, être face à une classe, ça demande énormément d'énergie, c'est très fatigant. Et en fait, cette mesure-là, aujourd'hui, elle est déjà fonctionnelle, c'est-à-dire que l'administration applique déjà même la réforme qu'ils vont mettre en œuvre, alors même qu'elle n'est pas encore votée. Aujourd'hui, les enseignants, ils n'ont plus droit à introduire ce qu'on appelle une DPPR, c'est-à-dire un aménagement de fin de carrière, alors même que la loi, elle n'est pas encore votée. Donc ce qu'il dit ici, où il donne l'impression que tout ça va couler de source, que c'est très simple, que c'est très soft, ce n'est pas vrai. Ceci dit, ce qu'on fait, c'est rien autre que de faire correspondre le droit social de ce pays avec le droit social dans les pays européens. Et donc ça, c'est typiquement et absolument pas vrai. Et puis par ailleurs, combien même c'est une question d'alignement avec les pays extérieurs, il faut arrêter de toujours s'aligner à la baisse. Nivellement par le bas des droits sociaux, ce n'est pas une solution. C'est pas parce qu'un pays à côté fait moins bien que moi que je dois utiliser l'argument de dire « Ah ben il fait moins bien que moi, donc je vais aligner vers le bas ». Ce qu'on doit réussir à faire dans une société où on produit de plus en plus de richesses, eh bien c'est un nivellement par le haut des conditions sociales qu'on doit viser, et on doit plutôt aller chercher les améliorations des conditions sociales dans les autres pays pour se dire « c'est ça qu'on doit viser », plutôt que de niveler par le bas en se disant « mais il y a toujours des pays qui font pire que nous ». Partout, le bonus-malus, ça existe partout en Europe. Seulement chez nous, il n'y avait que le bonus. Mais ça me semble normal, si on ne travaille pas dans sa vie, qu'on ne reçoit pas de bonus et qu'on doit accepter un malus. Mais donc, si on ne travaillait pas durant sa vie, par exemple, pour plein de raisons, on n'obtenait pas un bonus. Hein. Ici, il essaie de faire croire qu'en plus, on pourrait encore obtenir un bonus parce qu'on n'avait rien fait. C'est pas du tout le cas. Ce qui a été introduit par le gouvernement précédent, c'était l'idée de dire que si vous travailliez plus longtemps, il pouvait y avoir un bonus à sa pension. Parce que c'est ça, encourager les gens à rester plus longtemps au travail, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent. Et c'était de dire, si tu restes plus longtemps, en fait, on va payer moins longtemps ta pension, donc c'est légitime que tu aies un bonus. Mais c'est pas du tout faire croire que c'est les non-travailleurs, les gens qui seraient au crochet de la société qui avaient droit à un bonus. Et ça, c'est la rhétorique qu'on a depuis le début de cette législature et pendant toute la campagne de la NVA, mais aussi du MR, c'est de faire imaginer ces espèces de personnes qui vivraient au crochet absolu de la société et qui profiteraient de tout. Et c'est ça qui continue à alimenter ici. Et c'est réellement scandaleux parce que ça n'existe pas. L'exemple qu'il donne n'est pas correct. Au Parlement, vous dites clairement, on fera ces réformes. Peu importe justement la grogne dans la rue, peu importe les syndicats. Donc là aussi, le message, il est clair. Et là, ce que dit le journaliste, c'est très vrai. En fait, c'est qu'ici, De Wever essaie de nous dire, oui, mais on va être dans la concertation. Sauf qu'en fait, on entend bien dans ce gouvernement Arizona que la concertation est chaque fois à la marge, elle est dans les détails. Or, dans le fond, le débat, c'est quoi? C'est que ça fait plus de 40 ans que la droite nous dit que les pensions sont impayables. En 2000, on nous disait déjà qu'on ne pourrait pas payer les pensions en 2010 ou en 2020. On a payé des pensions aujourd'hui, sans aucun problème. Et oui, bien sûr, payer une pension, ça représente un investissement pour l'État. Mais par ailleurs, cet argent, il va retourner dans l'économie, il va faire vivre la société civile, il va faire vivre la culture. Bref, en fait, il recircule dans toute la machine économique. Appauvrir les personnes âgées, appauvrir les pensionnés, ça n'a aucun sens. Bien sûr, pour eux, c'est pas humain, c'est indigne et c'est injuste, mais en plus de ça, économiquement, c'est un mauvais choix. Et donc cette rengaine de nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on était obligé, que seule cette réforme est possible et qu'on va faire un peu de concertation sur les quelques éléments qui restent, c'est fondamentalement faux.
Aujourd'hui, toutes les institutions le montrent, et le bureau du plan aussi, oui, les pensions vont encore coûter plus cher jusqu'en 2040. Pourquoi? Parce qu'il y a le baby-boom. En fait, c'est juste ça. C'est juste et purement démographique. Mais après, ça se stabilise, et puis après, ça va rebaisser. Autrement dit, aujourd'hui, on est en capacité complète de se dire, ben, si on veut tenir une bonne pension, continuer à investir là-dedans, il faut que chaque année, l'État belge dépense plus ou moins 0,25% de son PIB. De Wever, il a réussi à débloquer 4 milliards, c'est-à-dire plus de 2% du PIB en une nuit. On peut bien, pour un investissement social qu'est la pension, se dire que d'ici à 2040, on investit encore 0,25% du PIB par an, parce qu'on croit au modèle de pension, parce qu'on croit que c'est juste. Donc, en gros, c'est un choix de société. Il ne faut pas croire les gens qui vous disent qu'il n'y a pas d'alternative. Un mot sur la question des salaires, l'indexation aussi. Il est question, vous avez acté, qu'on reporte d'un mois le paiement des salaires de la fonction publique lorsqu'il y a un saut d'index. Vous assumez que ce sera le cas pour toute la fonction publique, y compris les enseignants, par exemple? Ça fait débat côté francophone. Ce qu'on a décidé, c'est que dans le secteur public, donc ceux qui touchent de l'argent public, comme salaire ou comme allocation, il y a une période d'attente de 3 mois pour tout le monde. C'est une harmonisation, parce que dans certains cas, c'était déjà le cas. Hein? On évolue vers 3 mois. Je pense que c'est raisonnable quand on sait que dans le secteur privé, une belle partie du secteur privé, ce n'est qu'une fois par année. Donc 3 mois, je pense que ce n'est pas exagéré comme période d'attente de toucher l'index. Y compris pour les enseignants. C'est une mesure d'économie que le fédéral acte pour l'ensemble des niveaux de pouvoir. Ça, c'est notre intention, oui. Et donc là aussi, à nouveau, c'est le même principe, nivellement par le bas. On prend en fait les gens qui ont la pire des situations et on dit à tout le monde, il faut s'aligner avec les gens qui ont la pire des situations. Mais non, à nouveau, moi je suis pour le fait que les travailleurs du privé ils doivent pouvoir être indexés plus régulièrement. Parce que c'est quoi l'index? C'est juste l'évolution de son salaire par rapport au coût de la vie. Donc en fait, ça veut dire que tant qu'on ne t'indexe pas, tu t'appauvris. Tant qu'on n'indexe pas ton salaire, en fait, tu as moins de pouvoir d'achat parce que ce que tu veux acheter coûte plus cher. Et donc, si on ne t'indexe pas, en fait, tu t'appauvris, tu perds de l'argent, tu perds du pouvoir d'achat. L'index, c'est donc juste justice. C'est s'assurer qu'en fait, ton salaire soit bien toujours cohérent, que tu aies la même capacité dans la société d'acheter des choses, de payer des factures. Et donc ici, mais en fait, si on a des régimes qui par ailleurs sont différents, ben, harmonisons à la hausse. Assurons-nous que tous les travailleurs et toutes les travailleuses ont droit effectivement à avoir un salaire qui reste toujours juste par rapport à leurs dépenses. Et puis par ailleurs, ce qu'il dit, c'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de régimes particuliers privés où en fait, c'est pas du tout une seule fois par an. Les caissiers et les caissières, par exemple, ont un régime où c'est tous les 2 mois. Et il y en a plein d'autres comme ça. Donc à nouveau, opposer les gens, donner l'impression à des gens qu'il y a une injustice parce qu'il y aurait des gens qui ont une situation plus favorisée qu'eux et que donc il faut retirer des droits à ceux qui sont plus favorisés, c'est la rengaine de la droite. Et ça assure un nivellement permanent vers le bas des droits sociaux. C'est le cas dans les pensions, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est encore ici le cas dans l'indexation. On essaye d'opposer les gens, d'opposer les classes entre elles pour qu'elles se sentent injustement traitées par rapport à quelqu'un d'autre qui serait plus privilégié. C'est l'inverse qu'on doit réussir à faire, évidemment. C'est ça l'émancipation. C'est ça un projet de gauche, c'est ça un projet socialiste. C'est d'arrêter de se dire qu'on va atteindre l'égalité en traitant tout le monde, en tirant tout le monde vers le bas. Il faut tirer tout le monde vers le haut. Et alors évidemment, c'est encore pire pour les enseignants, par exemple. Pourquoi? Pas qu'ils aient droit à plus de privilèges que d'autres, mais simplement les enseignants, aujourd'hui, ils sont en train de se faire attaquer sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de pension. Bref, aujourd'hui, on a un métier qui est en pénurie. Être enseignant, c'est en pénurie. On n'a pas assez de profs. Et ils sont en train de nous dire, alors qu'en même temps ils disent qu'il faut se battre contre la pénurie, que la bonne mesure, c'est de rendre en fait les conditions salariales encore moins attractives. Mais qui peut croire que ça va résoudre le problème? Et si toutes les mesures qui sont prises par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par le gouvernement Arizona, en fait, ont toutes comme conséquence de détériorer ces conditions de travail ou de détériorer les conditions salariales. Alors vous allez me dire, c'est pas les mêmes niveaux de pouvoir, ils peuvent pas savoir, c'est un hasard. C'est les mêmes partis, hein. MR, engagé, Fédération Wallonie-Bruxelles, MR, engagé, fédéral. Il faut arrêter de faire croire que c'est pas une politique concertée. Ici, c'est une attaque en règle contre la fonction publique et contre les enseignants en particulier. Vous avez aussi émis une promesse aux citoyens qu'à la fin de la législature, il y aurait 500 € de différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Là aussi, est-ce que c'est réaliste au regard de la dégradation des finances? Oui, en tout cas, avec toutes les réformes qu'on fait pour activer les gens, on a biffé l'enveloppe bien-être, donc ça c'est le bâton pour agrandir la différence. On rabote les allocataires sociaux. Ah oui, ah oui. Ah oui, on rabote les allocataires sociaux. Bah oui, c'est j'en gagne trop. Aujourd'hui, la grande majorité des allocations sociales dans ce pays, malheureusement, elles sont encore sous le niveau de pauvreté. On a fait un travail remarquable sur le gouvernement précédent pour essayer de les remonter, mais il y a encore des allocations qui sont sous le niveau de pauvreté.
Et le mec te dit, ah bah oui, c'est normal, on va raboter encore un peu. On va les rendre encore un peu plus pauvres. Quelle honte. Mais on a ajouté encore des moyens. Bon, pour moi, pas de problème, on n'avait pas ces moyens. Hein. Et donc ça, à nouveau, c'est faux. On n'avait pas ces moyens. Mais ce n'est pas vrai. C'est à nouveau une question de choix politique. C'est le même débat que tout à l'heure. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a un choix de société. Aujourd'hui, nos sociétés n'ont jamais produit autant de richesses. La question, c'est comment ça se fait que les États ne les captent plus. Parce que typiquement en Belgique, on taxe énormément le travailleur et la travailleuse. Les gens qui travaillent, les petits indépendants, ils le savent bien, on paye tous énormément d'impôts. Mais par contre, si on vit du capital ou si on est une grosse multinationale, là, on est plutôt pépère. Et c'est pas d'être populiste que de le dire, c'est les statistiques, on le voit bien. Si vous êtes aujourd'hui, par exemple, rentier, que vous n'avez pas de salaire, mais que vous possédez 35 appartements que vous louez, payez quasiment pas d'impôt, payez un précompte, juste le précompte immobilier, mais pas d'impôt sur vos revenus. Ça, c'est injuste. Et c'est pour ça que du coup, en plus, les petits travailleurs, les petits indépendants, les gens normaux qui travaillent, ils ont l'impression d'avoir une pression fiscale sur les épaules énorme. Mais par contre, il faut aller chercher de l'argent là où il est, dans le patrimoine, dans les grandes multinationales, dans les banques, dans les sociétés d'énergie qui se font du cash sur notre dos à tort et à travers, qui sont de plus en plus riches. Les banques ont annoncé les plus importants bénéfices banques belges récemment. Et en fait, à ça, le gouvernement, il dit rien, à part chercher cet argent. Mais il est là, l'argent. Hein. C'est ça, le choix de société. Un mot encore sur un des obstacles devant vous, c'est la question de l'île énergétique, vantée par le précédent gouvernement, dont les coûts explosent. C'est tout simplement x4, on passe de 2 milliards à 8 milliards. Là aussi, est-ce qu'on va remettre ça dans le placard ? Je pense que l'île énergétique, la première phase, les travaux, on va démarrer. Ouais. Oui, et on va l'achever parce qu'on a besoin pour l'énergie offshore, mais aussi pour la connexion avec le Royaume-Uni. Donc ça me semble certain. Mais les prochaines phases prévues par Mme Van der Straten, qui a totalement sous-estimé les coûts, avec tout ce que je sais maintenant, je dirais plutôt qu'on ne le fera pas. Mais donc, on est face à un des plus gros enjeux de nos temps, là, c'est l'énergie. L'indépendance énergétique, c'est super important. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, on est super dépendant du gaz russe, par exemple. On voit bien que ça fausse complètement les relations. Donc, géopolitiquement, on doit être indépendant. Et puis, il y a une question ultra importante du climat. Aujourd'hui, la grande majorité encore de l'énergie dans le monde, elle est produite avec des usines à gaz et des usines à charbon, c'est-à-dire extraordinairement émettrices de CO2. Et ça veut dire qu'en gros, on continue à aggraver nos conditions de vie sur Terre. Ces îles énergétiques, de quoi on parle d'abord pour que ce soit clair pour tout le monde, on parle des éoliennes en mer du Nord qu'on veut aller construire. Pourquoi en mer du Nord ? Parce qu'en fait, on a la chance, c'est une des plus grandes richesses écologiques de ce pays, c'est qu'il y a des vents constants en mer du Nord. C'est-à-dire que si tu mets une éolienne, elle fonctionne quasiment toute l'année. Mais ces îles, on en a absolument besoin. On en a besoin parce que la Belgique doit organiser sa transition énergétique. En Belgique, on produit encore énormément de notre énergie avec des usines à gaz. Alors bien sûr, on a aussi les centrales nucléaires. Mais les centrales nucléaires, elles sont vieilles, elles ont été construites aujourd'hui il y a une trentaine, quarantaine d'années. Alors il faut les prolonger le plus longtemps possible, tant qu'elles sont safe, tant qu'on ne prend pas de risques. Il faut les prolonger parce qu'elles existent. Et ça, sans doute, c'était parfois des confusions qu'il y a pu y avoir avec l'écolo. Non, je crois qu'il ne faut pas fermer pour fermer une centrale nucléaire. Tant qu'elle est safe et qu'on est en sécurité, il faut la prolonger. Aussi parce qu'environnementalement, ça a du sens. Hein. On l'a construite. Il faut dès lors absolument tirer le maximum de ce qu'on a construit. Mais on sait aussi que combien même on commencerait la construction d'une centrale nucléaire aujourd'hui, il faudrait des dizaines d'années avant qu'elle sorte de terre. Et ça coûterait beaucoup plus cher que les îles éoliennes. Beaucoup plus cher. Donc, vraiment, la question, elle est simple. C'est soit on les fait et ça nous aide dans notre transition énergétique, mais surtout, ça nous permet de produire de l'énergie. Soit on les fait pas, on va quand même devoir fermer les centrales nucléaires dans quelques années. Et alors quoi, on va devoir juste importer de l'énergie en plus. D'ailleurs, on est déjà en train de démontrer qu'on va pas atteindre les accords de Paris. On est déjà en train de démontrer qu'on a dépassé l'augmentation de température de la Terre d'1,5 degré, qu'on va à tout le moins vers 2 degrés, et qu'aujourd'hui, on n'est même pas sur une trajectoire qui s'arrête à 2 degrés. Et là, le mec, il est pépère dans son fauteuil, il dit « Oh, bah, je pense pas qu'on va faire un des trucs qui est le plus important pour diminuer la production de CO2 en Belgique. » Voilà, c'est ça la vision de la NVA, de la question climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Un mot sur la situation internationale. La crise à Gaza est catastrophique, pas un jour sans qu'on voit des images d'enfants qui meurent de faim. Que fait la Belgique ? Honnêtement, aujourd'hui, disons-le, hein, rien. Rien. Il va nous expliquer, il va faire plein de choses, il va dire oui, c'est très dur, on va regarder ça ensemble, mais je vous le dis déjà. Mais oui, mais il faut prendre des actes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un gouvernement israélien, mobilisé principalement par les partis d'extrême droite, qui est aujourd'hui en train de commettre, face à nos yeux, un génocide, dans le cadre des lois internationales.
C'est ça qui se passe. Bien sûr, il y a eu les attaques du 7 octobre qui sont absolument odieuses. Mais aujourd'hui, le gouvernement israélien est en train de mener, d'organiser, et c'est même dit, parce que les partis les plus à l'extrême droite du gouvernement israélien ont dit notre objectif c'est de supprimer l'ensemble de la population de Gaza, de la déplacer et ou en fait de continuer la guerre. Ça s'appelle clairement aujourd'hui un génocide, et il va nous expliquer qu'on fait, que c'est compliqué, mais enfin bon, qu'on est quand même sentimental, qu'on n'a pas envie de voir les enfants mourir de faim. Mais c'est pas qu'on n'a pas envie de voir les enfants mourir de faim, c'est qu'il n'est pas juste au niveau du droit international, il n'est pas correct, il n'est pas cohérent, il n'est pas moral, il n'est pas humain d'aller tuer des dizaines de milliers de personnes et d'aller expulser les autres pour récupérer un territoire. C'est interdit par le droit international de faire cela. C'est ça un génocide. Et à ça, aujourd'hui, le gouvernement, il n'a rien apporté. On doit dire que cette situation humanitaire est inacceptable. Donc Israël... Voilà. Et alors il parle de situation humanitaire. Quand il dit le mot situation humanitaire, en fait, il évacue la cause de la situation humanitaire, c'est-à-dire la guerre. Quand il parle de situation humanitaire, ça lui permet, par un tour de passe-passe de mots, de ne pas parler de la guerre. Et la guerre, elle est menée aujourd'hui par un État, par l'État d'Israël. C'est ça qui ne va pas. Et il va s'arc-bouter en disant oui, il faut absolument qu'on fasse rentrer des camions pour aider les gens. Mais il ne faut pas faire rentrer uniquement des camions pour aider les gens. Bien sûr qu'on doit faire de l'aide humanitaire. Mais il faut surtout arrêter la guerre. Et pour ça, il faut faire pression sur Israël. Il faut faire appliquer le droit international. Il n'y a pas d'alternative à ça. Une autre question est comment est-ce qu'on peut résoudre ce conflit? Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que la Belgique pourrait faire un geste en reconnaissant les... Donc vous avez vu, hein, il a dit exactement ce que j'avais prédit qu'il allait dire, mais ça c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais par contre, il faut plus que les gens meurent de faim. Ben oui, évidemment qu'il ne faut pas que les gens meurent de faim, il ne faut pas que les gens se fassent bombarder. Mais il y a une cause à ça, c'est la guerre. Et la guerre, aujourd'hui, c'est ça qu'on doit résoudre. De ça, il n'a absolument pas parlé. L'accord du gouvernement est très clair, il correspond au droit international où on veut aller vers la reconnaissance de la Palestine, hein, mais dans un certain cadre, la solution à 2 États. Et ça veut dire qu'une reconnaissance d'un État palestinien demande une autorité palestinienne qui est crédible, qui est démocratique. Ça veut dire qu'on doit démanteler Hamas totalement et libérer immédiatement. Mais donc, aujourd'hui, et là il fait la même confusion qu'on a vue avec le MR récemment, il fait le lien entre l'État palestinien et le Hamas. Qui est aujourd'hui responsable de l'État palestinien dans son ensemble? C'est pas du tout le Hamas. C'est le Fatah. La confusion, et le Fatah, c'est une organisation qui n'est pas une organisation terroriste classée par l'Union européenne. Donc la confusion qui est faite en fait en disant État palestinien Hamas, elle est sciemment entretenue pour faire croire aujourd'hui que c'est le Hamas qui détient l'État palestinien. C'est pas du tout le cas. Le Hamas était en gestion de la bande de Gaza. Et la bande de Gaza, c'est le plus petit territoire de la Palestine avec toute la Cisjordanie de l'autre côté. Et donc cette confusion-là, elle est entretenue à dessein et elle est scandaleuse. Aujourd'hui, la reconnaissance d'un État librement consenti par ses citoyens, c'est le b.a.-ba du droit international. C'est le b.a.-ba du droit international, c'est de reconnaître la liberté des peuples de s'auto-organiser. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il est en train de refuser en disant non, mais on va devoir mettre des conditions et tatati et tatata. Mais non! Reconnaître la Palestine, ce n'est pas reconnaître le Hamas, d'aucune manière. Reconnaître la Palestine, c'est reconnaître l'indépendance d'un peuple, sa volonté de faire territoire, et puis effectivement, on va devoir s'attaquer, et ce pays lui-même, à des questions d'organisation interne à son pays, de fonctionnement, d'organisation terroriste, et qu'il faille condamner le Hamas et démanteler la partie militaire du Hamas, c'est une évidence. Mais qui croit qu'avec la guerre que mène Israël, ils vont y arriver? Ils vont juste créer, dans quelques années, des dizaines de Palestiniens, des centaines et des milliers de Palestiniens qui auront envie de se battre pour le Hamas, parce qu'ils auront créé tellement de pauvreté, tellement d'abandon, tellement de frustration, qu'en fait, ils vont juste renforcer ce mouvement. C'est donc complètement contradictoire avec l'objectif recherché. Mais ça, c'est l'obscurité. On ne va pas récompenser Hamas pour ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Donc, Et à nouveau, reconnaître la Palestine, ce n'est pas récompenser le Hamas de ce qu'il a fait le 7 octobre. Absolument pas. Le 7 octobre, l'action du Hamas, elle viole aussi le droit international. C'est un crime de guerre. C'est donc tout autant condamnable. Mais ce n'est pas un génocide. Ce que mène aujourd'hui Israël, c'est un génocide. Donc aujourd'hui, c'est à eux d'arrêter la guerre. Et maintenant, et c'est à nous, Belgique, de tout faire pour que ça ait lieu. Et la reconnaissance de l'État palestinien est un des éléments qui va permettre ça. Il faut une autorité démocratique palestinienne, il faut une reconnaissance mutuelle Israël-Palestine, il faut une implication des pays arabes. Et ça aussi,
Si la condition à notre reconnaissance de l'État de Palestine, c'est qu'Israël reconnaisse la Palestine, ben, autant qu'ils disent clairement que ça n'aura jamais lieu. Puis comme ça sera plus simple. Et on a fait un texte qui est l'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement est clair et correspond au droit international. Mais donc, l'accord de gouvernement, quand ils se sont constitués, c'est leur histoire, ils se sont mis d'accord sur quelque chose qui était chèvre-choutiste, ça c'est leur responsabilité, mais en plus de ça, la situation depuis s'est incroyablement aggravée. Aujourd'hui, l'État israélien, les ministres de la Défense, je pense, parmi les plus extrêmes droites du gouvernement israélien, disent explicitement on veut supprimer toute la population gazaoui du territoire gazaoui. On veut récupérer le territoire. C'était sans doute pensé déjà à l'époque par ces mêmes gens, mais c'était pas dit. Aujourd'hui, c'est dit explicitement. Donc que le gouvernement belge ne soit pas en capacité de se dire que son accord doit être réévalué, franchement, c'est une honte. La crédibilité dans le droit international, elle est essentielle. Et c'est-à-dire qu'il faut être juste. La règle, elle doit être la même pour tout le monde, tout le temps et en tout lieu. Les actions menées par Israël dans la bande de Gaza, elle est actée par tous les acteurs internationaux. Aujourd'hui, l'ONU, les acteurs qui sont présents, représentants du droit international ou de la société civile internationale, disent tous que ce qui a lieu devant nos yeux, c'est un génocide. Donc on ne peut plus dire juste que, comme il essaie de le dire ici, que c'est le Hamas qui a créé sa propre guerre. La juste réaction d'Israël aurait pu être légitime. On est largement sorti de cette juste réaction. Aujourd'hui, on a complètement déplacé ça. Il y a un projet clair du gouvernement israélien par rapport à ça. C'est de récupérer les territoires de Gaza et c'est d'expulser les Gazaouis de leur propre territoire. Ça, c'est profondément inacceptable. Ce que je pense qu'on doit attendre du gouvernement belge, c'est qu'en fait, on soit à l'avant, qu'on soit moteur de cette modification européenne, qu'on soit demandeur, qu'on pousse l'Europe à le faire. Pas juste qu'on dise « Ah bah c'est à l'Europe de le faire et donc c'est la bonne excuse pour ne rien faire ». C'est l'inverse. Et c'est pour ça que la reconnaissance de l'État de Palestine, elle est un acte important, parce qu'elle est symbolique, je le disais tout à l'heure, mais elle est politique et elle est aussi politique chez nous, parce qu'elle va permettre de mettre la pression sur l'Union européenne pour l'obliger à prendre des actions pour s'assurer que le droit international soit enfin respecté, et c'est-à-dire de commencer par arrêter le génocide qui est aujourd'hui en cours dans les territoires de Gaza. Bon ben voilà, je crois qu'on y est. Je vous avais dit qu'on allait voir le grand déroulé de tout le projet de droite. En fait, on n'a vu que ça pendant toute cette vidéo, c'est vraiment ça. Alors oui, De Wever se met dans une position très calme, très posée, comme s'il allait nous expliquer la vie, et tout ça doit être en fait cool de source. Mais précisément, c'est bien ça aujourd'hui le projet de la droite, c'est de nous faire croire qu'il n'y a aucune alternative, qu'on est obligé de se soumettre à un espèce de roulet compresseur, qu'il n'y a plus d'alternative, que la seule solution c'est de diminuer les droits sociaux. C'est ça leur projet. Et on l'a vu dans tous les domaines ici, et même sur la question climatique. Vous allez me dire la question climatique c'est pas la question sociale, ben si évidemment, parce que si demain on est en dépendance énergétique, les prix vont augmenter, et ce sont les plus précarisés et la classe moyenne de notre société qui va payer la facture. Donc la question climatique, elle est aussi une question sociale, c'est évident. Et bref, on avait une grande liste, malheureusement, de toutes les horreurs qu'on veut. J'espère qu'en tout cas, la mobilisation va continuer, qu'on va continuer à pouvoir empêcher les pires des choses, et surtout qu'aux prochaines élections, on va pouvoir impulser un nouveau modèle, parce que je crois qu'on va en avoir énormément besoin.